Bonjour et bienvenue à tous, les titres de l'actualité. Drame de Tori à Vamey, on en parle encore dans cette édition. Les réactions de quelques Béninois sur cet accident qui a provoqué plusieurs morts et des centaines de blessés dans une décharge d'incinération des produits avariés. Nous ferons un tour au marché d'Antopa, le plus grand marché de Cotonou, pour parler de la vente des bouteilles perdues et recyclables. Une activité que mènent plusieurs dames du marché et qui participe à la préservation de l'environnement. Et puis hors du Bénin, le président zambien Edgar Lungu a été officiellement investi dans ses pouvoirs étatiques ce mardi. C'est devant des dizaines de personnes réunies au stade de la capitale à Lusaka. Voilà pour les grandes articulations de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable position. Dans quelques instants, les détails. Jeudi dernier, le peuple béninois a été témoin d'un drame à Tori à Vamey, dans l'Atlantique. Il s'agit de l'explosion d'une décharge d'incinération des produits avariés et qui a causé la mort de plusieurs personnes et des centaines de blessés. Des réactions se poursuivent plusieurs jours après ce drame qu'on aurait pu éviter, selon certains compatriotes interrogés par Antoinette Sagbo et Damien Pedro. Je vois que notre pays est un peu pauvre, sinon la population de Tori, c'est les produits avariés. Ils n'ont pas le droit d'aller prendre ces produits-là pour manger. Quand ils ont pris là, c'est la fin. Ce drame, il est vraiment regrettable et il pose beaucoup de problèmes. Premièrement, celui de la pauvreté de ces populations. Et je crois que c'est juste la face que nous voyons au niveau du problème. Aujourd'hui, c'est Tori, mais demain, ce sera quelle localité? Et ça pose vraiment un problème au niveau de vie de chaque population. Parce que premièrement, ces produits, c'était des produits avariés. Donc, ces populations sont autant responsables que les responsables du site. Comme le président l'a si bien souligné, il faut que les responsables soient bien sûr identifiés et punis afin que ce genre de problème ne se pose plus. Mais il faut quand même attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire régler le problème de la pauvreté pour que les populations ne soient plus obligées de recourir à ce genre de pratiques pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où rien ne marche pour le moment. Il y a la famine, la pauvreté surtout. C'est ça qui peut amener la population à aller chercher des produits. On a dit des produits avariés, ce ne sont pas des produits c'est des produits avariés, c'est des produits toxiques. Mais malgré ça, les populations ont couru pour aller chercher ces produits. C'est malheureux. Et les responsables en charge de la destruction des sacs de farine de blé avariés ont failli à leur mission. Et ils ont failli à leur mission en ce sens que normalement ils devaient rester du début jusqu'à la destruction de la marchandise. Tel n'a pas été le cas. Et ils ont jeté, ils se sont retirés et voilà le drame qui est arrivé. Et de l'autre côté, le promoteur en question, moi, comme l'a dit le chef de l'État dès son retour de la Chine, il faudrait que la responsabilité soit située et que les sanctions puissent tomber pour décourager à jamais ces pratiques-là. De l'autre côté, j'invite la population de Tori à se rentrer en eux-mêmes pour dire que même si le drame ne se produisait pas, même s'ils arrivent à récupérer la marchandise, mais on dit que la marchandise est avariée. Donc c'est un danger. Faisons à présent une immersion au marché d'Antopa, le plus grand marché de Cotonou, pour parler de la vente des bouteilles perdues et recyclables. Un commerce mené le plus souvent par les femmes qui, en plus de s'apporter rémunératrices de revenus, participent à la protection de l'environnement. Antoinette Sagbo pour le reportage. Nous sommes à Tantopa, le plus grand marché du Bénin, précisément à Gossodi, le site de stockage des récipients recyclables. Ici, tout est à vendre, de la petite bouteille d'arôme au grand bidon de 25 litres. Entièrement intégrées dans cette activité, ces dames qui s'y sont installées, communément appelées Gossato. Elles achètent les bouteilles recyclables auprès des femmes qui les collectent chez les particuliers gracieusement ou moyennant le paiement de quelques dizaines de francs CFA. Puis, elles effectuent un travail de lavage avant de les revendre.
Ce sont les dames qui passent dans les rues acheter et ramasser les bouteilles qui viennent nous les vendre. Et à notre tour, nous les revendons. Si les dames amènent là, et ils peuvent amener sale. Mais avant de revendre, on lave. Sauf les casiers, les bouteilles de casier là, on ne lave pas. Et c'est là, ce bébé là, il lave pour lui là-bas. Mais ici là, bouteilles, les gens prennent pour faire amuse-gueule, ainsi de suite là, on lave avant de revendre. La demande à Gossodji est aussi variée que les bouteilles qui s'y trouvent. Chaque client est servi selon l'utilisation qu'il veut faire de la bouteille ou du bidon qu'il est venu se procurer. Pour ceux qui vendent dans les buvettes, on leur prend les bouteilles chez les dames qui vont à Lomé et on le leur réserve. Mais pour les bouteilles en plastique, ce sont les vendeuses du jus de bissap qui les achètent. Les vendeurs d'essence viennent prendre les bouteilles de 2 litres, 4 litres et les grands bidons également. Comme dans l'exercice de tout métier, les Gossato, vendeuses de bouteilles recyclées entre autres, sont confrontés à certaines difficultés. Notre travail, il y a difficulté dedans. On ne peut même pas déposer bagages à terre. Les policiers viennent casser tous nos bagages. Ici, là, s'il pleut, il n'y a pas de maison. Mais on paye la mairie. Si jamais celles qui vont faire le ramassage sur le terrain ne trouvent aucun récipient, nous, notre commerce prend fin. On n'aura plus rien à vendre. Les bouteilles se cassent par moment. Quand tu viens en prendre ou quand un client s'en fait exprès, les touche, ça se casse. Mais il en faudrait plus pour les dissuader de s'adonner à la vente de ces récipients, tant les Gossato sont vraiment fiers de leur commerce et s'y plaisent. Elles souhaitent néanmoins que dans la mesure du possible, le pouvoir public réfléchisse à la mise en œuvre de stratégies capables de réorganiser et de booster le marché des récipients recyclables qui, par le rassemblement en un même lieu de ces bouteilles et bidons, offrent une protection à l'environnement en évitant de les laisser dans la nature. Garder des oreillettes ou écouteurs en circulation est un acte d'imprudence qui s'observe souvent chez les jeunes, mais aussi chez certains adultes. Quelles sont les conséquences de ces comportements? Élément de réponse dans ce reportage. Difficile de se déplacer à Cotonou sans voir des motocyclistes circulant avec le casque à l'oreille ou pourvu d'une oreillette. Ce phénomène, qui n'est pas si nouveau, connaît cependant une expansion vertigineuse au sein de la couche juvénile. Ces écouteurs ou oreillettes, au dire de leurs utilisateurs, leur servent à écouter de la musique, soit des informations. Cette pratique ne manque pas cependant d'entraîner des conséquences. James témoigne. Pour moi, personnellement, la musique, c'est l'instrument de passe-temps, surtout des moments de détresse. Donc, en chambre comme dans la rue, j'aimerais écouter, moi, la musique qui me plairait. Donc, en quittant la maison, même sur moto, je mettais les écouteurs. Jusqu'à un jour, en démarrant, je n'ai pas mis mon béquille. Le béquille était mis donc. Tout le monde me criait derrière, béquille, béquille, béquille. Je n'écoutais rien, je n'entendais rien. Et voilà que ça m'a mis par terre. Pour mieux comprendre les conséquences et l'utilisation prolongée des oreillettes sur la santé, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste de l'ORL, otorhinolaryngologie. Il est vrai que chaque individu a son objet de plaisir, d'autres sont heureux et gais. Quand ils aiment le dire, j'ai le son dans les oreilles. Quand ils écoutent de la musique, ils sont à l'aise. Mais toutefois, tout doit être régulé. Chaque fois que la musique est forte, ça agit sur nos organismes, notamment sur les oreilles, où cela ne nous permet, ça affaiblit en fait notre audition à long terme. Aujourd'hui, avec, je vais dire, une intensité faible, vous pouvez entendre, mais demain, avec le temps, à force d'avoir tout le temps le bruit dans les oreilles, ça atténue notre capacité, notre seuil d'audition, ce qui fait que demain, il va falloir parler encore plus fort pour que nous entendions. Darius Guézo ne manque pas aussi de prodiguer quelques conseils aux jeunes. Je leur déconseille ces genres de comportements pour d'abord leur sécurité sur nos différents axes et également pour la sécurité des petites populations qui empruntent les mêmes axes. Et deuxièmement aussi, je leur déconseille ça surtout pour qu'ils protègent aujourd'hui leur tympan, c'est-à-dire leur audition. Parce que quand on n'entend pas, on ne peut pas travailler.
Quand on n'entend pas, on ne peut pas faire grand chose. Si la vue, c'est la vie, l'ouïe ne l'est pas moins et constitue un facteur important pour la concentration de l'usager dans la circulation. Information hors du Bénin à présent. Le président zambien Edgar Lungu a été officiellement investi dans ses pouvoirs étatiques ce mardi. C'est devant des dizaines de personnes réunies au stade de la capitale à Lusaka que le président zambien a prêté serment pour son quinquennat. Commentaire. Le président zambien Edgar Lungu, réélu le 11 août dernier dès le premier tour du scrutin présidentiel, a été investi ce mardi. Au pouvoir depuis 2015, Edgar Lungu, lors de son discours d'investiture, a invité le peuple à s'unir afin d'œuvrer pour le développement du pays. Son rival malheureux à l'élection présidentielle, Hakainde Hichilema, qui se présentait pour la 5e fois à la magistrature suprême, a une nouvelle fois contesté la réélection du sortant. Selon lui, aucune décision de justice n'a validé les résultats de l'élection d'août dernier. Pour le président Edgar Lungu, ce mandat de 5 ans sera basé entre autres sur la croissance économique de la Zambie qui a fortement ralenti ces dernières années en raison notamment de la chute des cours de cuivre, sa principale ressource d'exportation. L'autoroute qui relie la capitale de l'Ouganda au pays voisin est l'une des plus dangereuses au monde avec plus de 200 personnes mortes déjà cette année. Face à ce constat, le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de prévention routière, mais certains, un peu convaincus, ont décidé de s'en prendre à Dieu. Reportage. C'est une des routes les plus dangereuses au monde. Plus de 200 personnes sont mortes cette année. L'autoroute de 130 km relie Kampala, la capitale ougandaise, au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. La cause principale des accidents, le mauvais comportement des conducteurs. Le mois dernier, 21 personnes sont décédées dans un seul accident sur le district de Mpigi. J'étais en train de conduire avec ma femme et mon enfant de 7 ans quand l'accident a eu lieu. Ma femme est décédée sur le coup. Notre enfant vit maintenant avec de la famille. Il est toujours blessé et a besoin de traitement. Malheureusement, je ne peux pas aider puisque je suis toujours en convalescence et j'ai perdu mon travail à cause de cet accident. Je ne peux toujours pas marcher correctement à cause de mes blessures. Pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la police a lancé une opération appelée Fika Salama, c'est-à-dire arrivée indemne. Depuis le 1er août, des contrôles sont effectués régulièrement. Vérification des permis de conduire, contrôle de vitesse et surtout une tolérance zéro face à la corruption. Mais pour les Ougandais, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit trouver des solutions durables. La cause principale des accidents sont les conducteurs imprudents et la conduite dangereuse, et les personnes qui n'ont aucun sens des responsabilités. Le gouvernement doit mettre en place un système pour éduquer les conducteurs et faire de la prévention. De peur de mourir chaque jour sur cette route, certaines personnes se sont résolues à se tourner vers Dieu. Le pasteur Medad Birungi est à la tête d'un groupe de chrétiens qui marchent le long de la route pour la bénir. Pour lui, les accidents sont dus à une présence surnaturelle. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de sorcellerie et de sacrifices. Une alliance avec les puissances démoniaques a été mise en place pour que chaque mois, des personnes meurent et pour que le sang coule. Avec la saison des pluies qui approche, la course contre la montre est lancée pour le gouvernement s'il veut éviter un nombre record de victimes sur cette route. Toujours sur le continent, dans le comté d'Homa Bay qui borde le lac Victoria, dans l'ouest du Kenya, le VIH-Sida reste une préoccupation majeure. Chaque jour, une équipe de Médecins sans frontières part en apportant à pied les endroits les plus isolés pour convaincre les gens de se faire dépister. Reportage. Frappée aux portes de la région du Kenya la plus touchée par le sida. Chaque jour, une équipe de Médecins sans frontières sillonne le comté de Homa Bay avec pour objectif dépister, sensibiliser et prévenir la propagation du VIH. Les retours sont très bons, ils sont nombreux à avoir accepté de connaître leur statut. Nous avons même rencontré des personnes qui ne s'étaient jamais fait dépister, qui aujourd'hui peuvent le faire. Ils sont heureux que nous venions chez eux dans leur maison, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour aller jusqu'à Indiawa ou Homa Bay pour pouvoir avoir accès à ce service. Ceux qui ont peur peuvent connaître leur état et s'ils sont positifs, ils peuvent avoir accès aux soins. Après 20 minutes d'explication, Marie accepte d'être testée.
Les résultats sont connus quasi instantanément. Marie n'est pas porteuse du virus. Elle demande de faire tester ses enfants. Cela m'a permis de connaître mon état et de la même manière, cela va aider les autres membres du village à connaître leur état. Et ceux qui découvriront qu'ils sont positifs pourront ensuite suivre un traitement. Située au bord du lac Victoria, la région est l'un des plus gros foyers du sida au monde. Les traditions sont toujours fortes et contribuent à la propagation de la maladie. Ici, l'échange de faveurs sexuelles contre du poisson est monnaie courante, tout comme la prostitution ou même hériter d'une femme. Selon la culture luo, la veuve est remariée avec un homme de la famille après avoir été purifiée par un troisième homme. La circoncision, pourtant jugée efficace contre le sida, est aussi rejetée par les luo. Culturellement, c'est une communauté anti-circoncision. Nous essayons de changer cela en expliquant que cela permet de réduire de 60% le risque de contracter le VIH. Donc nous parlons non seulement de 60% à travers la circoncision, mais aussi d'autres moyens de prévention du virus. Mais dans la culture luo, la sexualité favorise les plantations et les récoltes, et devoir y renoncer le temps d'une opération est contraire à la tradition. Depuis le début du projet, en août, 5200 personnes ont été testées. Mais même si le nombre d'infections a diminué de 35% au cours des 15 dernières années dans le monde, à Homa Bay, la lutte contre le sida est loin d'être gagnée. En interactualité, le musée d'histoire naturelle de Berlin a inauguré mardi son département réalité virtuelle. Le musée est en partenariat avec Google Art et Culture. Les touristes peuvent désormais visiter le musée en ligne de manière interactive ou s'y promener avec des lunettes spéciales permettant aux squelettes de dinosaures et autres fossiles de prendre vie. D'autres musées participent également à l'opération comme le musée d'histoire naturelle de Londres. Écoutons les impressions de quelques visiteurs. J'ai pu voir un dinosaure qui bougeait avec sa peau et après il est parti. Je trouve ça cool. On voit les dinosaures en vrai, c'est vraiment génial. Ce qui est important pour nous, c'est d'inspirer les prochaines générations pour qu'elles s'engagent pour une protection durable du monde. Mais ce qui compte aussi, c'est la compréhension des sciences et évidemment des technologies, comme celle-ci nous aide beaucoup. Ça ouvre des appétits et ça encourage des carrières. Le sud-est de Taïwan subit depuis la nuit dernière un typhon entraînant un ralentissement des activités dans le pays. Les écoles sont du coup restées fermées dans la plupart des contrées du sud, de l'est et de l'est de l'île. Sur la côte est, c'est le trafic ferroviaire qui était suspendu. Dans les États clés de l'Ohio et de Pennsylvanie, le vote des travailleurs blancs peut faire pencher la balance des élections. Nous sommes aux États-Unis. Reportage auprès de ces électeurs indécis à 2 mois de la présidentielle. Je regarde Fox tout le temps. Téléspectateur fidèle de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, Don soutient Donald Trump cette année pour la Maison-Blanche. Mais son choix n'est pas fait de bon cœur. Eh bien, entre les deux candidats, personne ne semble vraiment en aimer un plus qu'un autre. Mais j'ai l'impression qu'il est le meilleur des deux. Il est le moindre mal. Aux confins de l'Ohio et de la Pennsylvanie, face à 2 candidats qui déçoivent, le choix de Donald Trump s'assimile souvent à un rejet profond d'Hillary Clinton. Dans les rues de Uniontown, la candidate démocrate est perçue comme corrompue. C'est clairement contre Hillary. Je vote pour Trump. Je ne crois pas en ce que défend Hillary. Je pense que des deux, il est le moindre mal. Le discours de Donald Trump trouve un écho dans cette région de la Rust Belt qui porte encore les stigmates d'une économie ravagée. Autrefois prospère grâce aux mines de charbon et à la sidérurgie, la Rust Belt ne s'est jamais remise des départs de ses usines.
Alors, quand le candidat républicain accuse les traités commerciaux et promet de rapatrier les emplois délocalisés au Mexique ou en Chine, les travailleurs blancs non qualifiés se sentent écoutés. Mais pour cet ancien élu local démocrate, ce discours est mensonger. Si quelqu'un arrive et semble fort, se tape le torse et dit « Nous allons ramener les emplois immédiatement en moins d'un mois », cela parle aux gens quand ils sont désespérés. L'Ohio et la Pennsylvanie sont devenus deux États cruciaux pour gagner les élections. Et c'est la classe des travailleurs blancs non qualifiés qui peut faire pencher la balance. Mais le vote des grandes villes, et plus particulièrement des Noirs, reste acquis aux démocrates. C'est très important pour les démocrates de s'assurer ce vote en grand nombre, pour s'assurer que le reste de l'État, qui est traditionnellement plutôt républicain, ne soit pas remporté par les républicains. Ce vote permet à Clinton de rester pour l'instant en tête des sondages en Pennsylvanie. Mais dans l'Ohio, Donald Trump la rattrape. Les deux candidats continuent inlassablement de faire campagne dans la région, dans l'espoir de remporter ces deux États clés. Chaque année, des milliers de baleines migrent de l'Antarctique vers le sud de l'Argentine pour mettre au monde leurs bébés, mais avec le réchauffement climatique, leur nourriture est en danger. Des petites crevettes d'eau froide dont la quantité diminue. De plus, les eaux sont chaudes, ce qui pourrait menacer à long terme le mammifère géant. Un spectacle merveilleux. Chaque année, entre avril et décembre, 4000 baleines australes migrent depuis les eaux glaciales de l'Antarctique vers les contrées plus douces de la péninsule de Valdés. Ces mammifères prestigieux viennent ici pour se reproduire et mettre bas, avant de retourner en Antarctique et trouver leur nourriture de base, des petites crevettes appelées krill. Mais ce krill est aussi victime du changement climatique. Les années où la température de l'eau est supérieure à la normale, la quantité de krill diminue. Le krill est l'une des sources d'alimentation principales pour les baleines. Après les années lorsqu'il y a eu moins de krill, nous enregistrons un nombre plus faible de bébés baleines et il est aussi possible que cela affecte la survie des nouveau-nés. Tout est lié. Ce qui se passe en Antarctique avec la production de krill affecte les baleines que nous voyons dans la péninsule de Valdés, à des milliers de kilomètres. La population de baleines dans le monde se porte bien. Une augmentation stable de 5 à 7% par an, après avoir quasiment disparu au début du siècle dernier à cause de la chasse. Mais l'équilibre reste fragile et une forte mortalité a été enregistrée dans la péninsule au cours des dernières années, surtout chez les baleineaux. La faute aux goélands. Les goélands dominicains ont appris à se nourrir de la peau et de la graisse des baleines. Cela crée beaucoup de stress pour les baleines et change leur comportement, car cela les force à se déplacer plus rapidement. Ça interrompt donc leur temps d'allaitement et de repos. Mais le principal danger vient de l'homme. Maintenant, vous avez plus de pollution, des coups donnés par les bateaux, de pollution sonore, l'emmêlement dans les filets. Les baleines font face à plus de menaces qu'avant, mais nous pouvons désormais compter sur la technologie. C'est très simple pour les gens de comprendre. Nous vivons au-dessus des océans, et si tout le monde fait de petits gestes dans son quotidien, ça a un effet sur l'habitat de l'océan, qui est aussi important pour nous et que pour les baleines. Les scientifiques espèrent qu'un tourisme raisonné aidera à la préservation de l'espèce. Quiconque peut maintenant adopter un de ces mammifères géants et donner de l'argent pour alimenter un programme de protection. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention et à demain.